Avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo n'a pas été faite pour provoquer ou alimenter un drama. J'espère vraiment que vous prendrez le temps d'écouter jusqu'à la fin avant de juger, parce qu'on va parler d'un sujet sensible, mais important. Sur ce, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Bon visionnage. En 1936, un homme meurt dans la pauvreté inconnue du grand public. 100 ans plus tard, son imaginaire hante encore notre culture. Mais son esprit n'était pas seulement peuplé de monstres cosmiques, il l'était aussi de préjugés. Son nom, Lovecraft. La plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité est la peur. Et la plus vieille et la plus forte peur est celle de l'inconnu. Il y a des artistes qu'on découvre pour ce qu'ils créent, et d'autres pour ce qu'ils sont. On commence toujours par l'œuvre. On admire un livre, un film, un tableau, une chanson. On se laisse transporter, fasciner, émouvoir. Puis, un jour, on apprend quelque chose sur la personne. Une phrase, un geste, une conviction. Et tout ce qu'on aimait devient plus flou, plus lourd, plus difficile à regarder. C'est ce moment de malaise qu'on vit tous un jour. Quand l'art et la réalité cessent de se supporter. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout se sait, tout se commente, où les réseaux amplifient chaque mot, chaque acte, chaque erreur. Et dans cette transparence absolue, une question revient sans cesse. Peut-on aimer l'art sans aimer l'artiste ? Peut-on séparer ce qu'une personne crée de ce qu'elle est ? Cette question, elle n'est pas nouvelle. On l'a posée déjà à propos de Picasso, Polanski ou de Baudelaire. Mais elle devient plus urgente, parce que notre rapport aux artistes a changé. On ne consomme plus seulement leurs œuvres, on consomme leur vie. On suit leurs pensées, leurs réseaux, leurs humeurs et leurs erreurs. On s'attache à ce qu'ils disent autant qu'à ce qu'ils créent. Et dans cette confusion entre création et identité, certains noms deviennent des champs de bataille. Parmi eux, un nom, celui de Lovecraft. Lovecraft est un écrivain mort depuis près d'un siècle, dont l'histoire continue de nourrir notre imaginaire. Un homme qu'on admire pour son génie et qu'on interroge pour ses failles. Lovecraft nous attire encore aujourd'hui, non pas seulement par ses créatures, ses monstres, mais par l'univers qu'il a construit. Un monde où l'homme est minuscule face à l'univers, où l'inconnu inspire autant de fascination que de frayeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que Lovecraft représente, d'un créateur imparfait et de ce qu'il nous apprend sur la manière dont nous percevons l'art. Howard Philip Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence, dans le Rhode Island. Providence a quelque chose de figé, de mélancolique, un lieu où le passé semble toujours flotter dans l'air. Lovecraft passera presque toute sa vie en Angleterre, entre isolement et imagination. Son père, Winfield Scott Lovecraft, représentant de commerce, est interné en 1893. Howard n'a que 3 ans, et il ne le reverra jamais.
L'homme restera hospitalisé jusqu'à sa mort, 5 ans plus tard. L'enfant grandit alors auprès de sa mère, Sarah Susan Phillips Lovecraft, issue d'une famille cultivée mais déchue. Elle est très protectrice, parfois étouffante, voyant en lui à la fois un prodige et un être trop fragile pour le monde. Grâce à la fortune de son grand-père, la famille vit un temps dans un certain confort, jusqu'à ce que celui-ci meure, laissant Lovecraft et sa mère dans une situation précaire. En 1919, la santé mentale de Suzanne se dégrade à son tour. Elle est internée à l'hôpital Butler. Howard se retrouve alors seul, vivant sous la tutelle de ses tantes à Providence. Un foyer instable, fragile, mais aussi cultivé, ne l'oublions pas. L'enfant y trouve refuge dans les livres, les discussions intellectuelles et les souvenirs d'un monde déjà disparu. Lovecraft découvre très tôt la lecture comme échappatoire. Il dévore Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, la mythologie grecque et des sciences. Il ne lit pas seulement pour apprendre, il lit pour s'enfuir, pour échapper à la réalité, à la pauvreté, à la solitude. Souvent malade, migraineux, insomniaque, nerveux, il rate de longues périodes de cours. Il reste enfermé chez lui, dans sa chambre, observant le monde par la fenêtre. Un observateur silencieux, détaché, presque étranger à la vie ordinaire. Mais cette distance deviendra sa plus grande force. Pendant que les autres enfants jouent, lui rêve. Il écrit. D'abord de petits poèmes inspirés par les légendes et les sciences, puis des récits nés de ses cauchemars. Des visions d'univers glacés, de créatures immenses, d'hommes qui perdent la raison face à l'inconnu. Ses premiers textes sont maladroits, mais déjà, quelque chose s'y dégage. Une obsession du mystère, et une peur presque religieuse de l'infini. Après sa mort, les textes de Lovecraft circulèrent peu à peu, échangés par ses amis et par des passionnés de l'étrange. Mais ce qui fait la force de son œuvre, c'est qu'elle dépasse largement la personne qui les a écrites. Ces récits ne sont pas de simples histoires d'horreur, ce sont des fenêtres vers un univers où l'humanité n'est qu'un détail, où le cosmos est immense, froid et indifférent. Lovecraft a inventé un type d'horreur unique, l'horreur cosmique. Contrairement à l'horreur classique, où le danger vient d'un monstre ou d'un meurtrier identifiable, l'horreur cosmique est subtile et profonde. Elle naît de l'idée que nous sommes infiniment petits face à l'univers, que la réalité n'a pas de sens, que tout ce que nous croyons peut s'écrouler en un instant. Dans l'Appel de Cthulhu de 1928, le principe est clair. Des lettres, des journaux, des témoignages fragmentaires racontant un monstre dormant sous les mers. Cthulhu. L'angoisse vient de la certitude que ces forces existent, qu'elles sont indifférentes de l'homme, et que notre conscience est trop limitée pour les comprendre. C'est le vertige du savoir. Plus on en sait, plus l'univers nous semble froid et immense. Les montagnes hallucinées, ou At the Mountains of Madness, illustrent également cette peur cosmique. Une expédition scientifique en Antarctique découvre des cités cyclopéennes et des créatures anciennes. La peur n'est plus la mort ou la douleur, c'est le vertige face à l'inconnu.
la sensation que l'univers continue sans nous. Et c'est là que réside la subtilité d'un bon récit d'horreur. Il ne s'agit pas de laisser le spectateur dans une incompréhension frustrante qui crée de la confusion ou de la colère. La vraie horreur la plus puissante génère une frustration positive, celle qui fascine, qui intrigue, qui pousse à réfléchir et à imaginer, au lieu de simplement frustrer. L'horreur cosmique, c'est ça, le danger invisible, les monstres qui n'ont pas besoin de nous haïr, le vertige que provoque la conscience de notre insignifiance. Lovecraft ne joue pas sur le gore ou la violence facile. Il construit un monde où chaque détail compte. Des journaux anciens, des cartes, des langues oubliées. Chaque récit est un puzzle et le lecteur ressent cette fragilité. Lire Lovecraft, c'est accepter de se perdre dans des mondes logiques, mais incompréhensibles. C'est sentir l'infiniment grand et l'infiniment petit se télescoper. C'est sentir que la peur ne vient pas des monstres, mais de ce qu'on peut ne pas comprendre. Et pourtant, malgré cette noirceur, ces textes ont une beauté fascinante. Les atmosphères, les détails scientifiques et les détails architecturaux, tout ça crée un univers dans lequel on peut se perdre. L'horreur cosmique de Lovecraft inspire encore aujourd'hui la littérature, le cinéma et les jeux vidéo. Pour prendre quelques exemples, on a Alien, The Thing, Bloodborne, Darkest Dungeon et bien d'autres œuvres explorent cette idée que nous sommes qu'une poussière dans l'univers. Mais s'il y a bien un élément à retenir de la mythologie de Lovecraft, c'est le Necronomicon. Lovecraft a inventé ce grimoire de toutes pièces, mais avec un tel réalisme, auteur, traduction, écriture, langue, que beaucoup ont cru qu'il existait réellement. Il devient dans son œuvre le savoir interdit, la curiosité qui dépasse la raison. Celui qui lit le Necronomicon finira toujours par sombrer dans la folie. Ce faux livre est devenu un mythe à part entière. On le retrouve à nouveau dans plein de films, comme Evil Dead, où il sera cité comme le Necronomicon Ex Mortis, un livre en peau humaine écrit avec du sang. On peut aussi voir une inspiration dans Doctor Strange, Multiverse of Madness, où le Darkhold, le livre de magie noire, est directement inspiré de lui. Le Necronomicon, c'est bien plus qu'un élément de fiction. C'est un symbole culturel. Une relique qui traverse les époques et les médias. Ils sont une expérience, une immersion dans la peur et l'émerveillement, et ils continuent d'inspirer tout autour d'eux. Si vous n'avez jamais ouvert un livre de Lovecraft, imaginez une porte qui vous mène vers des mondes où le temps, l'espace et la raison se dilatent, où chaque phrase vous entraîne un peu plus loin dans le vertige du cosmos. Et c'est exactement ça, l'héritage de Lovecraft. Une invitation à explorer l'inconnu, à ressentir le vertige et la fascination, et à comprendre que l'art peut nous transporter au-delà de nous-mêmes. Mais derrière toute œuvre, il y a un créateur. Et dans notre cas, c'est Lovecraft. Cette humanité a un visage bien plus sombre. Car si son imagination a façonné des récits les plus influents du XXe siècle, l'homme, lui, portait des idées profondément dérangeantes. Des idées marquées par le racisme, la xénophobie et une peur viscérale de l'autre. Ces aspects de Lovecraft, c'est pas des rumeurs, ni des interprétations modernes. Il existe
noir sur blanc, écrit sur des lettres ou des essais personnels ou même dans ses livres, Lovecraft a souvent exprimé un mépris explicite envers les étrangers, des mots durs, parfois violents, qui ne laissent pas indifférent face à ses convictions. Alors, ces idées de Lovecraft, elles sont pas anodines. Elles ne sont pas non plus un détail de contexte historique. Elles sont partie intégrante de sa manière de percevoir le monde. Et il est impossible d'en parler sans reconnaître ce qu'elles ont de profondément choquant. Lovecraft a grandi dans une Amérique en pleine mutation. Une époque de bouleversements sociaux, d'immigration massive et de progrès scientifiques et technologiques qui bouleversent les repères du monde ancien. Lui, issu d'une famille cultivée mais déchue, voyait cette modernité comme une menace. Il se sentait étranger à son temps et cette peur du changement se transforma en hostilité vers l'autre, en tout ce qu'il ne comprenait pas. Son séjour à New York fut le point de rupture. Confronté à la diversité, la pauvreté, la foule, il s'enferme dans un rejet de plus en plus profond du monde extérieur. Il a chez lui une peur maladive de l'autre, un sentiment d'assiègement permanent. Et cette même peur, il la projette dans ses récits. Les autres, dans son imagination, deviennent souvent des forces obscures, étrangères, inhumaines. Le danger vient toujours d'ailleurs, du dehors, de l'inconnu, de ce qui est différent. Et c'est là que naît toute la complexité autour du débat de Lovecraft. Car ce qu'il exprime dans ses lettres, comme une haine concrète, il l'a transformée dans ses récits en métaphore universelle. L'horreur de l'étranger devient l'horreur de l'inconnu. Le rejet du différent devient vertige face à l'immensité. Ce qui, chez l'homme, était peur de l'autre, devient chez l'écrivain peur du cosmos. Mais cela ne gomme rien. Ce glissement ne justifie pas l'origine de sa peur. Il ne faut pas confondre sublimation artistique et rédemption morale. Car Lovecraft, lui, n'a jamais vraiment dépassé ses idées. Même s'il a légèrement évolué à la fin de sa vie, même si certains de ses correspondants parlent d'un esprit plus ouvert dans ces dernières années, rien n'efface la dureté de ses écrits. Et surtout, rien ne change le fait que ses propos continuent aujourd'hui à poser problème. Des débats enflammés ont surgi autour de sa mémoire. Certains veulent le bannir et d'autres veulent le comprendre. Mais au fond, personne ne peut l'ignorer. Et c'est là que se trouve cette ligne, fine, inconfortable, que nous devons regarder en face. On ne peut pas effacer les propos problématiques de ces lettres, ni les relire sans malaise, et pourtant il serait trop simple de réduire Lovecraft à ça. Ça serait ignorer la puissance de son œuvre, qui a depuis longtemps échappé à son créateur. Car ces récits ont été repris, réinventés, transformés par d'autres artistes, issus de tous les horizons, même de ceux qu'il aurait pu mépriser. Des auteurs, des cinéastes, des musiciens, des créateurs, des artistes asiatiques, queer, se sont réappropriés son imaginaire pour lui injecter ce qui lui manquait, c'est-à-dire l'humanité et la diversité. Et c'est peut-être là que Lovecraft devient paradoxalement universel, non pas grâce à l'homme qu'il était, mais grâce aux autres qui ont façonné son héritage. Ces monstres ne parlent plus de peur de l'autre, mais de l'inconnu en chacun de nous. Et cette transformation, elle ne vient pas de Lovecraft. Elle vient de ceux qui l'ont dépassé.
Quand on parle de Lovecraft aujourd'hui, on parle plus seulement de l'écrivain, on parle aussi d'une idée, d'un débat qui traverse toutes les époques. Ce débat, c'est peut-on aimer l'œuvre sans aimer celui qui l'a créée? Peut-on séparer l'art de l'artiste? Cette question, on se la pose pour tout. Pour les artistes, les chanteurs, les acteurs, les écrivains. À chaque scandale, chaque révélation, chaque erreur publique. Ces dernières années, on a pu voir ressortir ça, notamment avec des figures du rap américain comme Kanye West ou David, des artistes modernes. Pas forcément à cause de crimes, mais d'opinions, de gestes. Et à chaque fois, les réseaux se divisent. D'un côté, ceux qui disent on ne peut pas séparer l'art de l'artiste, et de l'autre, ceux qui disent l'œuvre vit indépendamment de son créateur, donc on peut séparer l'art de l'artiste. Mais la vérité, c'est que les deux ont raison. Parce que l'art est une trace, une empreinte de ce qu'était quelqu'un à un moment donné. Et en même temps, une matière vivante qui nous appartient à tous une fois qu'elle sort dans le monde. L'artiste crée quelque chose, puis cette chose lui échappe. Elle devient publique, elle change de sens, elle inspire, elle dégoûte. On ne peut pas séparer complètement l'homme de l'œuvre, mais on peut choisir ce qu'on en retient. On peut choisir de rester du côté de la lumière en observant les ombres sans s'y perdre. Ce qu'on nous montre, ce n'est pas qu'il faut pardonner, c'est qu'il faut comprendre. Comprendre que l'art vient toujours d'une faille. Que les plus grandes œuvres naissent de blessures, de failles, de contradictions. Et que si on cherchait des artistes parfaits, on n'aurait plus personne à écouter. L'art n'est pas moral, il porte le reflet de ceux qui le font, avec leurs défauts, leurs obsessions et leurs limites. Et nous, on a le choix de regarder l'œuvre comme un tout, ou de la laisser se dissocier de celui qui l'a écrit. Dans le cas de Lovecraft, l'homme, l'artiste qui a créé ses œuvres a disparu depuis longtemps. Mais son œuvre continue de parler. Et parfois, elle parle mieux que lui. Parce qu'elle parle de nous. De notre place dans un monde qui nous échappe. De notre besoin de comprendre. De donner un sens à ce qui en a pas. Et c'est peut-être là le véritable héritage d'un artiste. C'est pas ce qu'il voulait dire, mais ce qu'on entend encore après lui. Quand on parle de séparer l'homme de l'œuvre, on parle surtout de nous, de notre rapport à la création, de notre rapport à ce qui nous inspire. Certains artistes tombent, d'autres traversent le temps. Mais tous finissent par disparaître un jour. Et ce qui reste après eux, ce ne sont pas leurs vies, ce sont leurs mots, leurs sons, leurs images. Lovecraft n'était pas l'ombre d'un modèle. Et c'est justement cette imperfection qui rendait son œuvre vivante. Parce qu'à travers lui, on se souvient d'une chose essentielle, c'est que la beauté et l'horreur naissent souvent aux mêmes endroits. Et ce qui compte vraiment, c'est pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'on a décidé de faire avec ce qu'ils nous ont donné. Merci énormément d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. C'était ma première vidéo et j'avais envie de commencer par un sujet qui me dépasse. Bien évidemment pas pour juger ou pour réhabiliter qui que ce soit, mais pour essayer de comprendre comment l'art, parfois, continue de vivre malgré ses créateurs. Si cette vidéo vous a fait réfléchir,
ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est déjà beaucoup. Sur cette chaîne, j'aimerais parler de tout ce qui me fascine, de tout ce que j'aime ou partager ce que je fais. Des artistes comme Lovecraft en l'occurrence, ou peut-être plus tard Stephen King, qui sait, des films qui m'ont marqué, des jeux vidéo. En bref, je compte parler de sujets sensibles, parfois légers, mais toujours avec sincérité. Alors si ce genre d'idée vous parle, bienvenue à vous. Et si vous pensez continuer à regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et encore une fois, merci énormément d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Bonne journée ou fin de journée à vous. À la prochaine, c'était Cloud.